Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner un rapport d'information important et attendu. Voilà, grâce à notre collègue Brigitte Klinkert, qui est consacrée aux problématiques rencontrées par nos compatriotes vivant en zone transfrontalière. Et ils sont extrêmement nombreux à vivre cette situation. Le travail qui va nous être présenté est issu de la mission Flash, qui a été créée le 4 décembre dernier. Donc c'est bien une mission Flash. On peut le constater vu la rapidité et l'efficacité que notre collègue Brigitte Klinkert a mise en œuvre. Elle va mettre en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontés ces Français qui chaque jour tissent des liens économiques, sociaux, des liens culturels avec nos voisins européens. Les zones transfrontalières sont des espaces de dynamisme, d'échange, mais aussi, pour ceux qui le vivent, des zones de complexité administrative, fiscale, sociale. Chaque jour, des centaines de milliers de travailleurs frontaliers passent la frontière pour aller travailler, souvent en Suisse, en Allemagne, en Belgique, Luxembourg, en Italie, en Espagne. Ces mobilités sont bien sûr une richesse pour notre pays. Elles s'accompagnent de nombreuses difficultés, accès aux soins, emploi, transport, aménagement du territoire. Et ce rapport est le fruit d'un travail approfondi, d'auditions nombreuses, qui vise à dresser un état des lieux précis de ces enjeux et à formuler de nombreuses réponses et propositions concrètes pour améliorer la situation de nos concitoyens. Il s'inscrit donc pleinement dans les préoccupations de notre commission, qui veille à la bonne articulation entre les engagements internationaux de la France et la réalité vécue par nos compatriotes au quotidien. Je pense notamment à l'avenant de la convention entre la France et le Luxembourg, que notre commission a eu l'occasion d'examiner en fin d'année dernière avec le rapport de notre collègue Pascal Gaud sur la question de l'imposition des journées de télétravail des travailleurs transfrontaliers, qui était d'une grande importance aussi pratique pour les personnes concernées. Il y a également l'accord entre la France et l'Allemagne relatif à l'apprentissage transfrontalier. Plus anciennement, une convention de coopération sanitaire entre la France et la Suisse, dont on voit les difficultés qu'elle a à être mise en œuvre. Je pense également à des traités plus récents, traité d'Aix-la-Chapelle en 2019 en Allemagne, également avec l'Italie en 2021 ou à Barcelone en 2023 avec l'Espagne, qui ont mis en place des mécanismes institutionnels de dialogue pour améliorer la gouvernance des zones frontalières. Je tiens à remercier notre collègue, Madame la rapporteure, pour la qualité et la rigueur de son travail, mais aussi pour le nombre de ses propositions. Nous allons maintenant lui donner la parole pour écouter ensuite l'ensemble des groupes et puis pouvoir voter ou non la publication de ce rapport. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre commission m'a en effet confié le 4 décembre dernier le soin de mener une mission flash sur les problématiques rencontrées par les Français qui vivent en zone transfrontalière. Vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant qu'Alsacienne, cher Président, mais aussi en tant que députée, quand on sait que ce sont 25 millions de Français qui vivent en zone frontalière. Après 3 mois de travail, j'ai l'honneur de vous présenter le compte-rendu de cette mission, mes conclusions et surtout plus de 50 propositions. Elles sont le fruit de l'audition de plus de 60 personnes, préfets, diplomates, français et étrangers, représentants d'administrations centrales et déconcentrées, des élus locaux, des associations, des représentants du monde économique. J'en profite d'ailleurs pour les remercier pour leur grande disponibilité et pour leur réactivité. D'ailleurs, cette réactivité qui était la leur est la preuve aussi de l'importance de ce sujet et aussi de sa faible reconnaissance, il faut bien le dire, jusqu'à présent. Outre le rapport de notre ancien collègue Sylvain Waserman en 2018, qui portait sur la frontière franco-allemande, le dernier rapport parlementaire comparable remonte à 2010. Pour respecter les délais qu'offre le format des missions flash, j'ai défini strictement le périmètre des travaux. Je me suis limitée aux frontières terrestres de l'Hexagone, qui présentent des problématiques spécifiques liées à l'intensité des flux qui les traversent,
et j'ai essayé de toutes les couvrir pour montrer leurs spécificités, mais aussi leurs points communs. J'ai décidé de traiter des questions qui concernent le quotidien des transfrontaliers, mais aussi des personnes qui vivent et qui travaillent en France, aux frontières. J'ai volontairement laissé de côté la question de la fiscalité, car elle fait déjà l'objet d'une attention suivie de la part du gouvernement. Conformément à la mission de contrôle du gouvernement par le Parlement, je me suis focalisée sur des solutions de nature réglementaire ou bilatérale pouvant être mises en œuvre à court ou à moyen terme. Cela n'exclut pas une initiative parlementaire si nécessaire, mais j'ai pu constater que les principaux points de blocage ne se trouvaient pas à ce niveau-là. Le rapport comprend 2 parties, une première qui porte à proprement parler sur les difficultés et sur les solutions concrètes qui peuvent y être apportées, et une seconde porte sur la question de la gouvernance des zones transfrontalières, indissociable de la mise en œuvre des solutions proposées. Pour ce qui est des irritants, je vous propose de les examiner par domaine. Tout d'abord, la question des transports, qui est la plus fréquemment évoquée. L'attractivité et la densification des zones frontalières ont progressivement conduit à une saturation des axes routiers. Le développement des transports en commun peine à la compenser, en particulier dans certaines régions rurales. De nombreux projets de liaisons ferroviaires transfrontalières sont en cours. C'est une source d'espoir, car là où elles existent déjà, cela fonctionne très bien. Mais ce sont des projets longs à réaliser, notamment par manque de souplesse dans nos réglementations. Il faut accélérer, et la loi du 27 décembre 2023 sur les RER en région doit nous aider à développer des projets de mobilité du quotidien en prenant en compte les spécificités des zones frontalières. Il nous faut impérativement harmoniser avec nos voisins nos normes applicables au matériel et au personnel roulant. Par exemple, il est exigé un niveau B2 dans les langues des 2 pays, la France et l'Allemagne, pour pouvoir conduire un bus ou un train transfrontalier. C'est un blocage inutile. Évidemment, il faut travailler pour proposer des formations adaptées, ce qui est une autre difficulté à laquelle je vais revenir. Il y a par ailleurs urgence à ouvrir une discussion avec la SNCF sur la commercialisation des lignes transfrontalières. 2 compagnies, l'une française, l'autre allemande, proposent le même trajet à des tarifs différents. J'ai aussi pu constater que la SNCF ne proposait pas toujours les trajets transfrontaliers sur son application, bien qu'ils existent, et qu'elle privilégie des correspondances longues et coûteuses. Il arrive enfin que des tronçons transfrontaliers sur des lignes internationales, comme Paris-Milan, ne soient pas mis à la vente au profit des billets longue distance. Tout cela mérite d'être corrigé en faveur du train et de la mobilité décarbonée en Europe. Corollaire de la saturation des transports, l'accès au logement est devenu un défi croissant, en particulier aux abords des frontières suisses et luxembourgeoises. Les écarts de revenus ont fait exploser le coût du logement, ce qui pénalise principalement les frontaliers qui travaillent en France, notamment les fonctionnaires, et cela pèse sur les services publics et les employeurs français. Je propose de prévoir des adaptations du droit de l'urbanisme et de l'environnement, comme cela existe déjà en zone littorale et montagneuse. Il est devenu indispensable de permettre la création de logements sociaux par des dérogations au zéro artificialisation nette, de réserver certains logements à des fonctionnaires ou à des soignants, de revaloriser les indemnités de résidence dans les départements concernés et de négocier un mécanisme de participation des employeurs étrangers sur le modèle du 1% logement. Ces difficultés de logement se répercutent sur les services publics qui peinent à recruter. Qu'il s'agisse du transport ou du logement, je propose que les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, prennent une dimension transfrontalière et associent l'ensemble du bassin de vie, y compris de l'autre côté de la frontière, pour réaliser des choix cohérents et faire remonter des demandes coordonnées aux échelons de décision supérieure. La difficulté à attirer des soignants dans ces régions et à les conserver, malgré la concurrence des salaires suisses et luxembourgeois, crée des situations de désertification médicale. La mise en commun de l'offre médicale de part et d'autre de la frontière est donc une mesure nécessaire
par le biais des corridors sanitaires. Que vous soyez en France ou de l'autre côté de la frontière, vous pouvez vous faire soigner dans les mêmes conditions, notamment financières. Cela existe déjà dans des zones géographiques et sur des catégories de soins spécifiques, par exemple entre la Sarre et la Moselle pour les soins d'urgence. Les ARS et l'assurance maladie sont visiblement assez frileuses quant au développement de ces partenariats, principalement pour des questions financières. Pourtant, nous avons vu avec l'hôpital transfrontalier de Cerdagne, à la frontière franco-espagnole, qu'il est même possible d'avoir des établissements communs qui favorisent l'accès aux soins dans des régions parfois enclavées. Je recommande donc d'avancer rapidement sur des accords bilatéraux et des conventions entre établissements en la matière. Nous pouvons aussi agir unilatéralement pour alléger certaines procédures imposées par l'assurance maladie aux patients français. Par exemple, il faut aujourd'hui une autorisation préalable de votre caisse primaire pour réaliser une imagerie de l'autre côté de la frontière, alors que les délais sont très importants en France. C'est un non-sens. La question de la protection sociale des travailleurs transfrontaliers est source de difficultés administratives. Un exemple parmi d'autres contenus dans le rapport. Aujourd'hui, pour reconnaître l'invalidité, on exige des certificats médicaux dans les 2 pays, ce qui est lent et lourd, surtout quand on y ajoute la barrière linguistique. Les employeurs sont également confrontés à des difficultés administratives pour exercer leur travail, leur activité des 2 côtés de la frontière. Ils doivent recourir au travail détaché, qui implique des procédures déclaratives qui sont complexes et répétitives lorsqu'un employeur allemand envoie quotidiennement des salariés en France et inversement. Des simplifications ont eu lieu, mais le décret prévu par la loi de 2018 sur l'avenir professionnel, qui devait permettre des formalités allégées, n'a jamais été pris, faute d'accord avec l'Allemagne. Une réflexion devrait être engagée pour prévoir, comme cela existe pour les personnes, un statut d'entreprise frontalière qui permette d'exercer librement des 2 côtés de la frontière. La formation professionnelle est un autre enjeu majeur pour l'accès à l'emploi transfrontalier. La reconnaissance mutuelle des diplômes, des qualifications et des formations rencontre encore de nombreux freins qui empêchent certains frontaliers de retrouver un emploi quand une activité se déplace de l'autre côté de la frontière. C'est un obstacle inutile pour certaines activités périscolaires. Une classe française ne peut, par exemple, pas aller dans une piscine belge à quelques kilomètres, car le diplôme de maître nageur n'y est pas reconnu de manière équivalente. Je suggère dans le rapport une procédure simplifiée de reconnaissance des diplômes en zone transfrontalière et le développement d'une offre de formation commune. La coopération en matière de sécurité existe depuis très longtemps, encouragée par l'ouverture des frontières prévue par les accords Schengen. Nous avons avec chacun de nos voisins des centres de coopération policière et douanière et des brigades communes. Cela fonctionne très bien, même si des améliorations pourraient encore avoir lieu, par exemple en matière de droit de poursuite. Le droit européen prend désormais bien en compte les spécificités des zones frontalières qui ont pu être affectées par le rétablissement des contrôles à certaines frontières. La révision du Code Schengen, entrée en vigueur en janvier 2025, prévoit désormais une obligation des États membres de veiller à ce que ces contrôles n'aient pas d'effet excessif sur l'activité transfrontalière. J'y serai attentive. En matière de sécurité civile, la coopération est plus récente, mais tout aussi indispensable, en raison notamment de l'augmentation des événements climatiques graves. Elle exige une harmonisation rapide des doctrines d'intervention, des choix de matériel et des systèmes de communication. Je conclurai cette revue des difficultés en soulignant l'importance, à mes yeux, de mieux prendre en compte les spécificités des bassins de vie transfrontaliers du point de vue de l'éducation et de la culture, en favorisant davantage l'apprentissage de la langue du voisin. L'éducation nationale doit prendre sa part dans l'adaptation des politiques publiques à ce contexte transfrontalier. J'en viens à la gouvernance des questions transfrontalières. Le constat partagé, toutes frontières confondues, est celui d'un double frein à la mise en œuvre des solutions existantes. D'une part, un manque de volonté et d'intérêt de l'État central pour ces questions,
en raison probablement de l'éloignement et de la méconnaissance des administrations centrales de ces problématiques. D'autre part, des divergences d'organisation territoriale d'un pays à l'autre qui rendent très difficile le dialogue entre interlocuteurs du même niveau. En effet, nos voisins ont souvent une organisation plus décentralisée, si bien que les accords qui sont passés au niveau national demeurent difficiles à concrétiser sur le terrain. Pour rendre ce dialogue fructueux, il apparaît indispensable d'associer toutes les parties prenantes, collectivités, administrations déconcentrées, associations de frontaliers. Il apparaît nécessaire de désigner un ministre ou un secrétaire d'État dédié à ces questions pour qu'il y ait un suivi politique, une coordination des administrations et un interlocuteur identifiable pour les pays voisins. Au niveau local, les préfectures et les associations regrettent un manque d'accompagnement de l'État, notamment pour conclure des accords, des conventions juridiquement complexes. Je recommande de créer un pool d'experts juridiques à disposition des préfectures et des collectivités frontalières. Cette tâche pourrait, par exemple, être confiée à la mission opérationnelle transfrontalière, qui est une organisation créée par l'État en 1997, qui rassemble l'Agence nationale de cohésion des territoires, le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des collectivités locales, la Banque des territoires, ainsi que de nombreux élus locaux et associations citoyennes. Les associations d'aide aux frontaliers, dont je tiens à saluer le travail extraordinaire pour informer les usagers, se substituent trop souvent au service de l'État. Le réseau Infobest a traité 21 000 demandes en 2023. La coordination entre les associations et les administrations déconcentrées doit se faire en meilleure intelligence. Je recommande la mise à disposition d'interlocuteurs dédiés maîtrisant la langue du pays frontalier. Je soutiens l'idée de créer des maisons France Service dédiées aux transfrontaliers qui sont confrontés à des questions juridiques spécifiques et d'une particularité complexe. Cet accompagnement et cette information du public pourra également passer par la traduction systématique des formulaires juridiques dans la zone frontalière et par la généralisation de l'expérimentation des points d'accès aux droits transfrontaliers. Enfin, j'ai évoqué le fait que la France supportait souvent le coût des services publics en zone frontalière. Il nous faut donc faire participer les pays d'emploi au financement des services publics français. La mise en place d'un 1% logement pour les employeurs transfrontaliers, le cofinancement d'infrastructures ou de formations professionnelles par le voisin. La mobilisation de financements européens est indispensable. Il faut pour cela que l'État accompagne et soutienne mieux les collectivités dans les appels à projets. Au total, la mission, dont la vocation est avant tout d'apporter des solutions opérationnelles pour résoudre les problématiques auxquelles nos concitoyens en zone frontalière font face tous les jours, formule 55 recommandations. J'aurai à cœur que ces recommandations soient suivies par le gouvernement dans un délai rapide. Je tiens à remercier également François Joly, l'administrateur, qui m'a accompagné brillamment sur la rédaction de ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci beaucoup pour ce rapport extrêmement dense, extrêmement précis, extrêmement complet et extrêmement concret. Vous savez que la Commission s'est engagée également à porter, supporter et essayer de permettre l'application d'un certain nombre de mesures à vos côtés. Note notamment le décret de 2018 qui n'a jamais été publié. Donc il y a, au-delà des propositions, tout un travail ensuite d'influence et de déploiement des différentes mesures. Et la Commission sera à vos côtés pour essayer de les mettre ou les faire mettre en œuvre le plus rapidement possible. On va à présent écouter les orateurs des groupes et pour commencer, je donne la parole pour le Rassemblement national à Kevin Pfeffer. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la rapporteure pour votre travail qui traite de très nombreuses questions que vous connaissez bien, peut-être trop nombreuses d'ailleurs pour notre format de réunion, tant la diversité de nos frontières, de nos voisins et donc des problématiques frontalières est grande.
Le Rassemblement national, loin des caricatures et de la fuite en avant vers un fédéralisme européen, a toujours plaidé pour un renforcement de la coopération à nos frontières avec nos voisins directs. Je m'attarderai sur 3 points. D'abord, la gestion de l'immigration et des contrôles aux frontières, que vous semblez d'ailleurs regretter dans votre rapport. Pourtant, le dogme de la libre circulation totale pour tous, tout le temps, se heurte trop souvent sur les problèmes sécuritaires et aux attentes fortes de nos concitoyens. Nous plaidons donc pour une réforme profonde de Schengen, pour une libre circulation réservée aux citoyens européens et pour une double frontière renforcée aux frontières extérieures de l'UE et avec des contrôles ciblés aux frontières intérieures, comme le fait d'ailleurs l'Allemagne et ce qui produit des résultats, notamment dans la lutte contre l'immigration illégale et les trafics. J'ai pu le constater il y a quelques semaines au commissariat franco-allemand de la Brème d'Or. Nos policiers, comme les policiers allemands, savent quand contrôler, qui contrôler, où contrôler et quoi contrôler. Avec des dispositifs spécifiques, les travailleurs transfrontaliers et habitants locaux sont d'ailleurs facilement épargnés par ces contrôles. Et je dirais même que nous, zones frontalières, avons une responsabilité particulière d'accepter ces contrôles pour protéger tout le reste du territoire. Ensuite, sur les questions de santé, questions très intéressantes où la coopération mérite d'être renforcée pour faciliter la vie des frontaliers, la question d'un corridor de santé est sur le métier depuis plusieurs années mais peine à avancer. Entre la Moselle et la Sarre, par exemple, des coopérations ciblées sur le cardiaque, par exemple, existent. Mais comment lever les autorisations préalables aux soins et accélérer les remboursements qui prennent parfois 2 années à arriver? Comment avancer concrètement sur ces sujets qui, en plus, permettraient de faire face, au moins temporairement, à la grande pénurie de soignants côté français? Enfin, sur la fiscalité, après des décennies de combat pour l'abolition des doubles impositions, des problèmes persistent. Quelques-uns ont été évoqués, je pense aux salariés intérimaires frontaliers, à l'absence de reconnaissance de l'invalidité française ou au prélèvement abusif de CSG, CRDS sur les retraites allemandes. En résumé, l'Union européenne, comme souvent, agit, s'ingère, s'accapare des compétences là où on ne lui demande rien, mais peine à répondre aux soucis du quotidien, là où les échanges entre pays se vivent tous les jours à nos frontières nationales. Madame la rapporteure, est-ce que les instances locales, dont seul le millefeuille français a le secret, ne sont pas trop nombreuses? Eurodistrict, agglomérations transfrontalières, etc. Même si elles sont porteuses d'un symbole de coopération sympathique, elles sont parfois coûteuses et apportent que de très peu d'avancées. Pour terminer, ne pensez-vous pas, Madame la rapporteure, que pour avancer sur ces problématiques, la France gagnerait à prendre en main directement les discussions bilatérales? Pour conclure, nous acquiesçons à la plupart de vos propositions, mais au-delà du constat, comment avancer enfin? Merci pour votre intervention et vos questions. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci, Monsieur Pfeffer. Alors, évidemment, je dresse des constats, mais à côté de chaque constat, il y a une proposition. 55 constats, 55 propositions. Sur le premier point, les frontières, évidemment, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Comme vous le savez, la France aussi, depuis 2015, a remis en place des contrôles aux frontières, compte tenu des soucis de terrorisme que nous connaissons, tout comme l'Allemagne. Et le nouveau code Schengen, d'ailleurs, permet de mettre en place des contrôles aux frontières. Simplement, il s'agit de rendre compte et de veiller à ne pas à ce que les citoyens puissent circuler malgré tout librement. Et puis moi, Monsieur Pfeffer, je voudrais vous dire une chose, et je suis émue quand je le dis encore aujourd'hui. Je ne voudrais pas revivre, mais jamais, ce que j'ai vécu en 2020, quand nos frontières se sont fermées. Nos aïeux se sont battus pour que les frontières puissent s'ouvrir, pour la réconciliation avec nos voisins, notamment les Allemands. Eh bien, moi, je ne souhaite pas que l'on referme les frontières, comme ça a été le cas en 2020, et je suis pour la libre circulation des personnes. Sur la santé, il y a tout un chapitre dans mon rapport qui est consacré avec des recommandations, notamment la recommandation numéro 17, qui vise à engager dans chaque zone transfrontalière, avec l'appui des ARS, des discussions pour mettre en place des corridors sanitaires à travers des conventions entre établissements, filière par filière. Et les collègues qui me connaissent un petit peu autour de la table savent aussi que lorsque je rédige un rapport, c'est pour aller jusqu'au bout et qu'il soit mis en œuvre. Et je termine sur la fiscalité. Moi, je voudrais juste vous dire que nous avons la chance d'avoir des financements européens dont la France et les territoires transfrontaliers bénéficient beaucoup. Merci, Madame la rapporteure. Je donne la parole à présent pour Ensemble pour la République à Madame Constance Le Grip.
Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la questeur, chère Brigitte Klinkert, chers collègues. Le groupe Ensemble pour la République tient à vous remercier, Madame la rapporteure, pour la qualité et la densité de votre travail. Votre rapport dresse un état des lieux très précis, très exhaustif, me semble-t-il, sans concession des réalités que vivent nos compatriotes en zone frontalière. Vous l'avez dit, 25 millions de nos compatriotes et 500 000 travailleurs transfrontaliers. C'est une thématique que vous maîtrisez parfaitement en tant qu'élue alsacienne, bien sûr, et vous connaissez la réalité des nombreux eurodistricts qui existent entre des collectivités alsaciennes et leurs homologues d'Allemagne ou de Suisse. Et nous avons d'autres exemples transfrontaliers, y compris dans le sud-ouest, qui peuvent éclairer la réflexion et permettre d'envisager tout ce qu'il y a lieu de faire encore. Parce que vous l'avez pointé sans concession, effectivement, infrastructure de transport inadaptée, marché du logement sous tension, difficultés croissantes d'accès aux soins, rigidité administrative qui pèse sur les travailleurs et les entreprises transfrontalières, autant de freins à l'épanouissement de ces territoires tout à fait stratégiques. Nous partageons votre conviction exprimée dans ce rapport. Les territoires transfrontaliers sont des pôles d'attractivité et de coopération européenne, mais ils font face à des défis structurels difficiles, compliqués, face au manque de coordination de certaines politiques publiques et aux différentes contraintes, nous l'avons vu, pesant sur la mobilité des travailleurs et des entreprises. Donc vous proposez toute une série de préconisations extrêmement précises, assez exigeantes pour certaines, et nous espérons que le gouvernement voudra bien les mettre en œuvre, parce que nous nous retrouvons pleinement et nous soutenons les recommandations que vous avez formulées. Développer les infrastructures de transport frontaliers, bien sûr, en garantissant une meilleure interconnexion entre les réseaux, encadrer le marché du logement dans les zones frontalières qui sont sous tension, en prévoyant des logements spécifiques, en adaptant les dispositifs de régulation déjà existants, faciliter l'accès aux soins, ça c'est absolument essentiel parce que c'est une vraie réalité problématique auquel se heurtent nos concitoyens, simplifier les démarches fiscales et administratives pour les entreprises, pour les travailleurs transfrontaliers, instaurer une gouvernance transfrontalière plus efficace, en dotant les collectivités locales des moyens d'agir. Nous encourageons le gouvernement, avec vous, Madame la questeur, à poursuivre les efforts engagés et surtout à mettre en œuvre vos recommandations. Nous sommes donc pleinement engagés à vos côtés. Merci, Madame la rapporteure, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Le Grip, Madame la rapporteure. Merci, Madame Le Grip, et merci aussi d'avoir étudié à fond, je vois, le rapport qui est le mien. Je n'ai rien à rajouter. Vous avez très bien résumé également les propositions dans ce rapport, avec effectivement un défi structurel. Ce qui m'a le plus marqué dans les plus de 60 auditions que j'ai faites, c'est que les frontaliers ne se sentent pas suffisamment pris en compte, clairement, et ne savent pas à qui s'adresser au niveau de l'État lorsqu'ils ont une question, lorsqu'ils ont même des propositions à faire. C'est pour cela que je fais des propositions très fortes en matière de gouvernance. La bonne nouvelle, puisque vous disiez que vous espériez, et nous espérons tous, que le gouvernement prendra en compte les préconisations qui sont dans ce rapport, le ministre délégué aux Affaires européennes, Benjamin Haddad, s'intéresse de près à ce travail et souhaite me rencontrer très vite, je crois déjà lundi prochain, pour essayer de mettre en œuvre un maximum des préconisations qui sont faites dans ce rapport. Merci beaucoup. Je donne la parole à présent pour les socialistes et apparentés à Monsieur Stéphane Ablot. Monsieur le député, c'est à vous. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, tout d'abord, comme la personne précédente l'a souligné, c'est vous qui êtes intervenu. Un immense merci. Je m'associe à votre intervention pour la qualité de ce rapport, qui est un excellent travail, qui a le mérite d'aborder des sujets pertinents. Vous avez été à l'écoute des usagers de ces espaces transfrontaliers. Personnellement, je connais bien ces régions où les habitants vont quotidiennement en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Dans le PIO, par exemple, vous avez 120 000 Français qui traversent la frontière pour accéder à un emploi, à un meilleur salaire. C'est forcément bénéfique. Mais la relation, et vous l'avez noté, doit aller dans les deux sens et s'améliorer vers un schéma gagnant-gagnant. Les obstacles sont là. Vous avez noté toutes ces inepties. Se rendre, par exemple, à Luxembourg-Ville sur une autoroute saturée avec 1h30 de bouchons, c'est un enfer. Aucune alternative ne proposée.
Ça fait des années que ça dure. Pourtant, des solutions existent. On a des exemples avec les voisins. En Allemagne, il y a un tram qui permet de franchir la frontière. Au Luxembourg, des transports en commun sont gratuits. Les lignes ferroviaires avec des trains qui sont lents, des trajets qui sont toujours longs, sont une pénalité. Donc pour les travailleurs transfrontaliers, il faut gagner en attractivité. Ce n'est pas le cas. Vous avez noté l'exemple des logements aussi. Les loyers qui explosent avec des pénuries. Récemment, j'ai rencontré le DAZEM, le directeur d'académie de la Meurthe-et-Moselle, qui expliquait que les fonctionnaires qui allaient travailler dans les écoles ou qui allaient travailler dans les hôpitaux n'avaient pas de logement et pour certains faisaient jusqu'à 200 km aller-retour par jour. Alors vous avez noté les inepties concernant le ZAN avec ces zones spécifiques où il faut légiférer pour vraiment avoir une stratégie foncière et alléger les procédures administratives à travers une stratégie à définir, notamment dans ces espaces. Pour ce qui concerne les études et les diplômes, la jeunesse nous attend, l'économie également, pour mutualiser les formations. C'est important. Je conclurai en m'adressant au Rassemblement national, et je le fais de manière très constructive et positive, à M. Pfeffer tout à l'heure, qui parlait de sécurité, de flux entre les populations qui allaient d'un État à l'autre, avec notamment les différentes problématiques que vous avez soulevées, peut-être à juste titre, mais vous n'avez pas forcément fait allusion aux travailleurs français qui représentent la moitié des salariés du Luxembourg. C'est une main-d'œuvre immigrée pour le Luxembourg. Elle paye des impôts, elle n'a pas de retour sur les services du pays qu'elle enrichit. Il est important de reverser aussi la part fiscale à la France pour financer nos infrastructures. Donc, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, organisez une rencontre sur place à Longwy ou à Villerue. Venez sur place, il y a beaucoup à faire pour relever ces défis. Des deux côtés, on vous attend. Mais vous avez vraiment mis le doigt là où il y a des réelles difficultés à résoudre. On peut faire en quelques mois ce qu'on n'a pas fait en plusieurs décennies. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame la rapporteure, sur au moins l'invitation à Longwy. Voilà. Merci. Vous serez bien je accueilli, viendrai bien volontiers, vraiment, avec grand plaisir. Non, mais au-delà de ça, peut-être si je peux me permettre, oui. Peut-être un des points que souligne notre collègue, c'est l'incapacité ou la difficulté à mettre en œuvre. Les propositions existent pour certaines depuis bien longtemps. Là, vous en faisez d'autres très très précises. On a ce sujet-là aussi à traiter, de la capacité à mettre en œuvre. D'où le rapport que je vous présente aujourd'hui, et rapport que j'avais demandé à la Commission des Affaires étrangères, parce que, comme je le disais en préambule, ça fait juste depuis 2010 qu'il n'y a pas eu de rapport sur les problématiques transfrontalières pour les Français qui vivent aux frontières. Et c'est un vrai sujet. Ce qui a été très étonnant, c'est qu'on a eu les retours, vous savez qu'on demande des retours écrits aux personnes que nous auditionnons, nous les avons eus très vite. D'habitude, il faut relancer, etc. Très, très en attente. Vous parlez des travailleurs frontaliers. Sur l'ensemble de nos frontières, dans l'Hexagone, je me suis limitée à l'Hexagone, nous avons 500 000 travailleurs frontaliers qui tous les jours traversent la frontière. Et donc, effectivement, les principales questions sont celles que vous avez soulevées. La mobilité, avant tout, la santé, aussi. La santé concerne beaucoup le quotidien de nos concitoyens. Et puis le travail et la formation. Vous évoquez le logement aussi. On m'a fait part de fonctionnaires qui refusent le concours qu'ils ont réussi parce que, justement, on les affecte en zone frontalière et qu'ils n'arrivent pas à se loger. J'ai eu le cas encore hier d'un fonctionnaire qui me disait qu'il ne trouve pas de logement et qui va refuser le concours. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, je cherchais et j'ai retrouvé le financement. S'il me reste encore 20 secondes, je vois, Président, sur le financement. En effet, je pense que vraiment, dans les zones frontalières, il faut demander aux pays voisins de nous aider dans le financement. Juste un exemple, l'accord de 73 entre Genève et les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, il y a une compensation qui correspond chaque année à 3,5% de la masse salariale brute des frontaliers de ces départements. Cela représente 387 millions d'euros reversés au titre de ces fonds frontaliers. Monsieur Ablot. Il y a aussi l'exemple des travailleurs qui vont en Allemagne, qui payent leurs impôts en France, et la France reverse à l'Allemagne. Tout
Tout à fait. Alors, je le disais en début de présentation du rapport. Voilà, il fallait que je série les questions. Donc, la question de la fiscalité, du télétravail également, voilà, sont en cours au niveau des services de l'État et nécessitaient un peu plus de recherche qu'une mission flash de 2 mois et demi. Merci. La parole à présent pour la droite républicaine à Monsieur Pierre Cordier et Jean-Louis Roumégas se prépare. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure pour votre rapport. Finalement, je trouve que ce qui manque un petit peu dans tous les interlocuteurs que vous avez pu rencontrer, c'est effectivement simplement les parlementaires frontaliers. Parce qu'en réalité, pour résumer vos mots de tout à l'heure, c'est ce que l'on rencontre énormément aussi, les problématiques que vous avez évoquées dans nos permanences, avec des citoyens qui viennent nous voir pour nous parler de leurs difficultés quotidiennes. Et votre rapport tourne autour de ces difficultés quotidiennes au-delà de la question de la fiscalité. Moi, je suis élu sur la pointe des Ardennes. C'est le seul endroit, lorsque l'on va de Lille jusqu'à Nice, où on voit autant de terres françaises rentrer dans un autre pays. Et je dois bien vous dire que les citoyens qui habitent sur ce territoire rencontrent quotidiennement des difficultés par rapport au thème que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc je me retrouve tout à fait dans vos mots. Simplement, cette terre qui va si loin dans la Belgique, on peut dire amicalement que nous sommes encerclés par nos amis belges. Les Ardennes ont souvent été encerclés, ça n'a échappé à personne. Ils sont souvent passés par chez nous. Ils sont passés direct, on a essayé de les arrêter, mais ça a été un petit peu compliqué, camarades. Mais on a fait ce qu'on a pu avec souvent des combattants très, très vaillants, comme on dit chez moi. Voilà, je voulais aborder avec vous ces problématiques du quotidien, parce que notre collègue Jean-Luc Warsmann, dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, avait permis, avec le conseil régional, de créer une antenne au conseil régional, d'ailleurs à Charleville-Mézières, qui permet quotidiennement aux citoyens d'interroger ce fonctionnaire qui est entre autres payé aussi par le département, la région et d'autres partenaires pour les renseigner sur toutes les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. La notion de bassin de vie, j'y souscris tout à fait. La question du désenclavement, la question de l'éducation. Les Ardennais trouvent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et donc ils mettent souvent aussi, Madame la rapporteure, leurs enfants à scolariser en Belgique, où ils considèrent qu'on est mieux soigné en Belgique. Donc nous disposons d'hôpitaux, nous disposons de structures qui sont à la hauteur. Nous avons des enseignants, j'allais dire, aussi bons que les autres ailleurs sur la terre nationale. Et pourtant, les Ardennais vont faire scolariser leurs enfants en dehors de la frontière. Donc ça pose aussi des réelles difficultés. Et puis un point, puisque nous avons une centrale nucléaire, la centrale nucléaire de Chaux, dans le nord des Ardennes, il y a aussi, c'est une centrale nucléaire donc transfrontalière. Et c'est vrai que les liens avec nos amis belges en cas d'incident nucléaire peuvent poser des difficultés parce que les réflexes en matière de sécurité ne sont pas les mêmes en France qu'en Belgique. Donc je pense que c'est aussi un sujet aussi à travailler. Donc un regret que vous ne les ayez pas entendus, Madame la rapporteure, parce que je pense que les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité, auraient pu aussi apporter des éléments intéressants à votre rapport. Merci. Et ce que vous faites à présent, en tout cas, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, je n'ai pas, j'ai envie de dire de manière formelle, rencontré de parlementaires, mais j'ai eu des contributions de la part de collègues députés qui avaient connaissance de cette mission, qui est une mission publique. Et j'ai par ailleurs, je tiens à le redire, en 2 mois et demi, bon, il y avait les pauses parlementaires auditionné plus de 60 personnes, élus locaux, associations de frontaliers, etc., qui, eux, n'avaient jamais été entendus par qui que ce soit pour faire remonter leurs problèmes. Et voilà. Et du coup, je leur ai donné la priorité et je crois qu'il fallait le faire. Enfin, je peux. Alors, chaque bassin de vie, et vous le dites bien, en territoire transfrontalier, a ses spécificités. Hein, vous l'avez bien dit. Sur les irritants, je voudrais insister sur le fait que il y a les objectifs du règlement européen qui est relatif à la création d'un mécanisme qui vise à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier et qui s'appelle Bridge for EU.
et qui vient d'être mis en place et qui doit permettre de faire remonter les obstacles transfrontaliers auprès des autorités compétentes. Il y a un point de coordination, ils informent le demandeur de l'évolution de sa demande et c'est une nouveauté puisque ça a été adopté en décembre 2024 et je pense qu'avec Bridge for EU, eh bien, nous arriverons aussi à avancer un peu plus, un peu mieux sur ces problématiques transfrontalières. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je donne la parole à présent pour Écologiste et Social à Monsieur Jean-Louis Romégas. Allez-y, prenez le micro. Oui, c'est bon, merci. Merci Madame la rapporteure. Votre rapport nous fournit en effet des pistes de réflexion intéressantes pour faire face aux problématiques rencontrées par les Français qui vivent en zone transfrontalière. Ces régions, comme vous le rappelez, sont de véritables bassins de vie, cœurs battants d'échanges économiques, sociaux, culturels, parfois intenses. Le dynamisme économique et démographique induit par l'effet frontière est à saluer et à encourager. Mais les Français vivant dans ces zones sont également confrontés à des difficultés engendrées par cette même proximité avec la frontière, disparités salariales, manque de coordination administrative, spéculation immobilière, saturation des infrastructures de transport et pénurie des services publics. Les recommandations que vous formulez nous semblent tout à fait pertinentes. Par exemple, une meilleure coordination et une simplification des procédures de part et d'autre de la frontière est indispensable pour faciliter la vie de ces 500 000 travailleurs transfrontaliers, tout comme il est indispensable de développer des lignes ferroviaires, l'apprentissage des langues, la reconnaissance des diplômes ou l'accès aux soins dans les pays voisins. Nous sommes d'accord avec cela, mais si vous permettez, nous aimerions aussi avoir une réflexion un peu décalée sur les raisons du phénomène. Ce qui nous alerte, c'est l'état de nos services publics. Vous le dites, les hôpitaux, les écoles n'arrivent pas à recruter. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail sont meilleures de l'autre côté de la frontière ? Si tel est le cas, ce n'est pas tellement en raison des performances des systèmes voisins, mais plutôt à cause de l'effondrement de nos services publics. Alors oui, vos recommandations sont intéressantes, mais ce qu'il faut, c'est aussi et surtout revaloriser les métiers et les conditions de travail en France pour mettre fin à cet exode, puisqu'on est vraiment devant un exode dans les zones transfrontalières. C'est un plan d'investissement dans les services publics et une politique ambitieuse en matière de logement. Il est inacceptable, par exemple, que des agents publics, soignants, enseignants, peinent encore à se loger. Voilà, nous appelons aussi à des changements structurels et pas simplement des améliorations pour les travailleurs transfrontaliers. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. En fait, si on regarde la réalité des choses, il y a des écarts de revenus juste énormes de part et d'autre de la frontière. Et on peut comprendre des personnes qui vivent à côté de l'Allemagne, du Luxembourg ou de la Suisse, qui plus est, franchissent la frontière. Quelquefois, ils en reviennent aussi. Parce qu'ils sont là-bas des travailleurs immigrés, justement, et considérés en tant que tels, donc pas toujours très bien considérés. Vous parlez d'effondrement des services publics. Moi, je suis frontalière avec l'Allemagne. Et sachez qu'en Allemagne aussi, juste de l'autre côté de la frontière, il y a des lits qui ferment dans les hôpitaux, voire des hôpitaux qui ferment. Et en l'occurrence, là, chez moi, ce sont nos voisins allemands qui sont demandeurs pour mettre en place soit un hôpital transfrontalier, un centre de formation de soignants, voire une fac de médecine transfrontalière. C'est pas nous, c'est eux. Pourtant, beaucoup de soignants partent vers l'Allemagne. Ce qu'il faut, et c'est ce qui ressort de ce rapport, c'est plus raisonner au-delà des frontières en matière de programmation, en matière de SCOT, en matière de schéma, et en un mot, tout simplement mieux travailler ensemble, plus et mieux travailler ensemble. Je plaide par exemple aussi, je ne l'ai pas mis dans ce rapport, mais à titre personnel, pour que les hauts fonctionnaires qui viennent dans nos régions, qui sont affectés dans nos régions, connaissent un minimum la langue du voisin, parce que ça facilite justement les contacts et les négociations.
Merci. Nous avons fait le tour des orateurs des groupes. D'autres inscrits à présent pour prendre la parole. Le premier d'entre eux, je donne la parole à Michel Guignot. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs. Merci pour votre rapport très complet sur la situation des Français vivant en zone transfrontalière et pour vos propositions pour répondre aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Vous avez indiqué, je crois, tout à l'heure que cela concernait 500 000 personnes en métropole. C'est effectivement un chiffre important. Dans un premier temps, en page 16, vous proposez de mettre en place une reconnaissance mutuelle des vignettes écologiques pour les voitures qui circulent en ZFE. Dans le détail, vous indiquez qu'il est injuste que les étrangers qui circulent dans nos métropoles soient pénalisés pour utiliser leur voiture dans les centres-villes français. Vous allez même jusqu'à dire que c'est un obstacle inutile au déplacement des frontaliers. Mais vous ne semblez pas aller au fond du sujet. Il s'agit d'un obstacle pour tous les automobilistes, pas seulement les étrangers. Vous allez même jusqu'à dire, par contre, que la non-verbalisation des automobilistes pénalise l'économie française. Mais le problème n'est pas la zone transfrontalière, en tout cas à mes yeux, c'est le dispositif en lui-même. En page 28, vous recommandez de ne pas intégrer les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger pour les zones transfrontalières, mais dont les états civils relèvent de l'étranger, mais du choix de la commune de résidence. Est-ce que vous proposeriez de revenir sur le droit du sol? J'ai fini, Monsieur le Président. Et vous indiquez que le problème était identifié et en cours de résolution. De quelle manière, Madame la rapporteure? Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, si je comprends bien, vous plaidez contre les vignettes écologiques. Bon, là, je dois dire que nous avons un désaccord, mais je pense clairement, et c'est l'objet de ce rapport, qu'il faut plus de coordination européenne. Le problème, c'est l'équivalence des vignettes, et je dirais même, à mon sens, il faudrait une vignette unique, mais je plaide pour qu'on maintienne des vignettes. Pour ce qui est du droit du sol, non, le vrai problème, l'hôpital de Cerdagne, la maternité de l'hôpital de Cerdagne, un enfant naît dans cet hôpital, eh bien, il est inscrit à l'état civil qui est à Nantes. À Nantes, c'est ça. Moi, je comprends que les parents aient envie qu'ils soient dans l'état civil, inscrits dans l'état civil de la commune dont ils sont les ressortissants. Voilà. Et pour moi, le problème essentiel est là. Voilà. Et je ne pense pas que ça remette en question, en quoi que ce soit, la question du droit du sol. Mais c'est juste, pour moi, là, une question de bon sens. Merci. La parole à présent, Madame Christine Engrand. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, j'aimerais évoquer le thème de la formation professionnelle en parallèle avec ce rapport, car dans ce domaine, nos frontières ne doivent pas être des barrières. Pourtant, pour nos jeunes et nos moins jeunes, trop souvent, elles ressemblent à des murs invisibles, faits de diplômes non reconnus, de formations inadaptées ou d'un manque cruel d'informations sur les opportunités qui s'ouvrent à eux. Pendant que des secteurs entiers, de l'industrie au bâtiment, passant par la santé, cherchent désespérément de la main-d'œuvre, nous laissons nos talents à quai, empêtrés dans des tracasseries administratives. Nos zones frontalières ne doivent plus être des territoires d'attente, mais des terres d'opportunités. Il est donc urgent de bâtir une politique ambitieuse qui fasse de ces régions des modèles de coopération où chaque jeune Français puisse accéder à des formations reconnues et à des emplois qualifiés. Alors, Madame la rapporteure, comment accéder à la mise en place de formations professionnelles transfrontalières adaptées aux réalités du marché du travail? Quels leviers concrets peuvent être activés pour inciter les entreprises à s'engager davantage dans la formation transfrontalière? Et enfin, comment garantir que les zones transfrontalières ne soient pas oubliées dans les futures réformes de la formation et de l'apprentissage? Merci. Merci. 3 questions pour vous, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. En fait, on constate, vous savez, je suis voisine de l'Allemagne. Europa Park recrutait dernièrement 400 salariés. Je n'ai pas fait le point avec eux, mais je sais que nombreux sont ceux qui sont allés pour dire qu'ils souhaitent travailler à Europa Park. Bon, déjà, c'est un parc de loisirs. C'est en Allemagne, donc voilà, ils payent correctement. Et voilà. Et ça se fait de manière tout à fait spontanée. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on multiplie les forums de formation et d'emploi
binationaux, je dirais, sur l'ensemble de nos frontières. Il faut qu'on travaille, et je vois la semaine prochaine, je crois, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale pour travailler sur l'équivalence des diplômes, ou au moins une reconnaissance des diplômes. Et d'ailleurs, du moins sur la frontière allemande, franco-allemande, nous avons la chance d'avoir le traité d'Aix-la-Chapelle qui permet, et on ne l'a pas encore utilisé jusqu'à présent, la possibilité de dérogation. Eh bien, moi je dis, pourquoi ne pas l'utiliser dans ce cadre-là ? Merci. Je donne la parole à présent à Madame Pascale Gau. Sont inscrits également Alain David, Monsieur Belkir Belhaddad et Marie-Ange Rousselot. Monsieur David, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, parmi vos 55 recommandations, j'ai choisi de m'arrêter sur celle qui évoque la situation des soignants formés gratuitement en France et qui exercent de l'autre côté de la frontière. On parle de déserts médicaux en France, côté France. Pouvez-vous développer le dispositif contractuel incitatif que vous imaginez, ou contraignant d'ailleurs, qui pourrait les inciter à exercer plutôt en France? Merci. Question toujours concise de la part de Monsieur David, Madame la rapporteure. Alors, chers collègues, en fait, pénurie de soignants en France, mis à part, je pense, la Suisse et le Luxembourg, pénurie de soignants aussi en Allemagne. Hein, je peux vous le dire. C'est pour cela qu'ils cherchent à mettre en place, et je pense que c'est une piste vraiment, et pour eux et pour nous, des centres de formation de soignants à cheval entre les frontières, parce que ça permet déjà de former plus de soignants. Ça permet aussi de connaître mieux la culture de l'autre, c'est important. Et puis, il faut qu'on arrive à mettre en place des corridors sanitaires transfrontaliers. C'est vrai que ça m'a été dit à plusieurs reprises qu'au niveau français, ça coince parce que voilà, les ARS trouvent parfois que c'est trop compliqué. Mais surtout, je pense qu'il faudrait, et c'est dans mon rapport, vous l'avez certainement vu, une obligation de 1 an, 2 ans, 3 ans de service en France, comme pour les hauts fonctionnaires. Vous voulez rajouter un mot? C'est bon? Question-réponse. La parole à présent à Monsieur Belkir Belhaddad. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Merci de m'accueillir de nouveau dans votre commission. Merci Madame la rapporteure pour la qualité de votre rapport et de vos différentes propositions nombreuses. Je m'attarderai sur la coopération transfrontalière luxembourgeoise, comme vous pouvez vous en douter. Cette coopération, vous l'avez dit tout à l'heure, s'est considérablement intensifiée depuis la création de la CIG en 2010, et on a vu un certain nombre de projets aussi être financés de manière en co-développement. Hein. Je pense notamment au centre technique de maintenance de la SNCF à Montigny-les-Metz, ou à l'inauguration très récente de la maison de Luxembourg à Metz. Et les besoins, vous l'avez dit, sont énormes. Les dépenses résidentielles, par exemple, type crèche ou périscolaire, doivent être pris en compte, vous l'avez évoqué. Et la modélisation, par exemple, sur le pôle métropolitain frontalier, sur les crèches, est de pratiquement 2 millions d'euros quand les 2 parents travaillent au Luxembourg. Et donc la participation financière doit être revue à la hausse, notamment du côté luxembourgeois, pour compenser ces charges. Et pour l'instant, on est sur des financements de co-développement. Mais la rétrocession fiscale a été envisagée par certains, ou la création d'un fonds de coopération transfrontalier. J'aimerais avoir votre avis sur une préférence d'un modèle de financement. Quel pourrait être ce modèle de financement, ou est-ce qu'il y aurait éventuellement un mix de ces financements qui est au cœur de la collaboration et des partenariats entre Merci. Merci bien de votre intervention, Madame la rapporteure. Alors, la première chose, et vous avez évoqué la commission intergouvernementale, elle a été mise en place en 2024.
Nous sommes en 2025 pour dire que voilà, il y a quand même quelque part une prise en compte des problématiques transfrontalières, mais qui est assez récente. Pour ce qui est du financement, je pense que voilà, après, les dispositifs peuvent être différents de frontière à frontière. C'est d'ailleurs déjà le cas actuellement. Mais il me semble indispensable que des projets, je pense par exemple tout simplement à des périscolaires pour des frontaliers qui vont travailler au Luxembourg, soient financés par le Luxembourg. Et je pense d'ailleurs que des pays comme le Luxembourg ou comme la Suisse, et la Suisse, je l'évoquais tout à l'heure, le fait déjà, en fonction du nombre de travailleurs et en fonction de la masse salariale. Ça me semble plutôt un bon exemple d'ailleurs. Je pense qu'il faut partir dans cette direction-là. Voilà. Au moins pour le Luxembourg et pour la Suisse. Sur l'Allemagne, ça commence à être prégnant. J'ai des maires, moi, dans ma circonscription, qui se plaignent aussi. Voilà, parce qu'il faut des services publics qui, dans des petites communes, sont difficiles à financer. Merci. La parole à présent à Madame Marie-Ange Rousselot. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je vous remercie pour la justesse de ce rapport qui éclaire la complexité des enjeux transfrontaliers. Beaucoup des Français de Suisse que je représente résident effectivement dans ces bassins de vie, dans la région du Grand Genève ou de l'Arc jurassien, et sont concernés par les nombreux défis socio-économiques et territoriaux que vous évoquez, ainsi que par les politiques qui sont menées pour y répondre. À ce titre, au-delà des acteurs intergouvernementaux, des organismes de coopération locale et régionale ont émergé afin de renforcer les échanges entre les autorités compétentes de part et d'autre des frontières. Je note cependant que ces initiatives sont dépourvues d'une coordination nationale d'envergure qui renforcerait leur efficacité et leur réalité pour nos concitoyens. Votre recommandation numéro 47 propose justement de confier les questions transfrontalières à un interlocuteur unique au sein du gouvernement. Pourriez-vous détailler quelles seraient selon vous les prérogatives et les leviers d'action pour surmonter les blocages actuels ? Par ailleurs, estimeriez-vous que, compte tenu de la transversalité des enjeux, cette responsabilité devrait être rattachée au Premier ministre pour garantir une coordination interministérielle efficace ? Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Dernière intervention de cette séance de ce matin. Merci, chers collègues. Permettez-moi en préambule de souligner, je ne l'ai pas encore fait, l'excellent travail réalisé par l'ambassadeur Philippe Voiry, qui, au Quai d'Orsay, a en charge justement les questions transfrontalières. Vraiment, je veux lui rendre hommage pour son engagement dans le domaine. Pour ce qui est de votre question, évidemment, les questions transfrontalières sont éminemment interministérielles, ça va de soi. Et il y a, à mon sens, 3 enjeux à la nomination d'un membre du gouvernement en charge de ces questions transfrontalières. Avoir un suivi et un portage politique de ces questions, pas seulement administratives, permettre une coordination interministérielle des actions des différentes administrations, et puis avoir en France un interlocuteur unique, parce que c'est bien ce qui manque actuellement pour les frontaliers, mais également pour nos voisins européens avec qui ils puissent discuter et négocier. Merci beaucoup. Pas de prise de parole. Mesdames et messieurs, chers collègues, conformément à l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale, il revient à présent à notre commission de se prononcer sur la publication du rapport d'information que je vais mettre au vote. On ne vote pas, on ne statue pas sur le contenu du rapport, je rappelle, mais sur sa publication. Qui est pour la publication de ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? Madame la rapporteure, ce rapport, donc, de façon unanime, va être publié et distribué, et j'espère qu'une grande partie de ces propositions pourront être mises en œuvre ou pourraient être mises en œuvre dans les prochains mois. Merci beaucoup pour ce travail vraiment excellent. Bonne journée. La séance à présent est levée.